Bonjour, Emmanuel Veil. Il était intéressant pour moi aujourd'hui de parler de notre passion, le bodybuilding, de notre profession, la remise en forme, la musculation, la préparation, et de faire un état des lieux de notre siècle sur les athlètes qu'on a eus, le dopage, les fédérations, le matériel, les salles, l'alimentation. Cette vidéo est pas évidente, elle va retracer des choses, elle va rappeler des souvenirs, elle va remuer un petit peu des choses dites ou non dites, mais je pensais et je pense qu'il est intéressant justement de pouvoir ouvertement parler de tout ça. Le culturisme commence dans les années 1800 avec des athlètes qui se mettent dans des foires pour faire voir qu'ils sont les plus forts et aussi les plus musclés. Et il faudra attendre Eugène Sandoz pour commencer à voir un athlète qui ressemble vraiment à un culturiste. En France, on a eu plusieurs athlètes aussi. On a eu Monsieur Duranton, qui était plutôt un catcheur, mais qui faisait aussi des compétitions. En 1945, on a John Gremek, qui a été le gagnant de la première compétition. Ça a donné l'ouverture d'un magazine qui a été le premier magazine de bodybuilding. Puis des lieux mythiques se sont créés, à Muscle Beach par exemple, à Santa Monica, où vous avez des Steve Reeves, des Reg Park, des Larry Scott qui se retrouvaient pour s'entraîner et pour pouvoir se comparer les uns aux autres. En 1969, Arnold débarque et fait deuxième Olympia. C'est la naissance d'Arnold, entre guillemets. Puis Arnold remporte 7 fois le titre de Monsieur Olympia et fait des films prestigieux tels Pépiniéron, Conan, Terminator. Lou Ferrigno arrive avec Hulk. Et nous passons en 90 avec Lyonnais qui gagne 8 fois le titre de Monsieur Olympia. Nous rentrons dans les volumes, puisque derrière, Dorian Yates, en 1992, gagnera le titre de Monsieur Olympia, suivi de Ronnie Coleman, 8 fois Monsieur Olympia. Un athlète qui est peut-être le champion des champions en ayant un squelette, un physique, en ayant le tout, avec une fin un petit peu malheureuse, mais ça fait partie peut-être de sa vie. Puis on passe dans le de plus en plus gros, avec des Jay Cutler qui commencent à apporter des physiques un peu moins harmonieux, de plus en plus volumineux, des Philippe qui va gagner 7 ou 8 fois Monsieur Olympia, des Bigrami où là le volume prend de plus en plus, où ça devient de plus en plus démesuré, où on voit que les carrières sont de plus en plus courtes, avec des nouveaux qui arrivent comme des Nick Walkers. Et là, on se demande jusqu'où va aller le bodybuilding, le dopage. Revenons sur Eugène Sandoz, qui est déjà, on va dire, soupçonné d'utiliser des amphétamines dans les années 1900, suivi de Steve Reeves, qui commence aussi à être soupçonné d'utiliser de la testostérone qui arrive en 1935 sur le marché. Puis on a des produits comme le Dianabol en comprimé. Donc à cette époque-là, les athlètes n'utilisent pas forcément grand-chose et sont plus sur l'entraînement et commencent à découvrir l'alimentation. Tous les mouvements de base sont à l'honneur, il n'y a pas de machine, en tout cas pas encore, ou alors des poulies, des simples poulies. Puis tout doucement, nous allons voir l'explosion des produits anabolisants qui va arriver, comme le décadurabolin, le trophobolène, qui était un mélange de testostérone et d'hormones femelles, qui n'existe plus. Le parabolan arrive avec le trenbolone, qui est un produit qui a été créé pour fabriquer un maximum de masse. Puis nous avons après l'ère du localisé, du Synthol en 1980, qui qui se fera concurrencer par les cyclènes. Les athlètes comblent leurs points faibles avec des produits localisés. Puis nous avons l'arrivée de la GH qui va permettre de plus sécher, de continuer les produits toute l'année
Donc les athlètes font faire des cures de plus en plus longues, de plus en plus grosses en multipliant les produits, en rajoutant des diurétiques parce que justement, trop de produits, ça fait de l'eau. Et l'eau, il faut arriver à l'éliminer parce que justement, c'est pas esthétique. Puis la mode devient à ce qu'il faut être sec pratiquement toute l'année. Donc on remplace par certains produits par des produits qu'on appelle plus propres, mais aussi plus dangereux. On en prend de plus en plus, on modifie les molécules. On prend des produits pour pouvoir sécher, comme le clenbuterol. On prend des produits qui vont permettre aussi d'avoir des entraînements plus intenses, comme la cocaïne, comme l'EPO. L'IGFA arrive, pareil. C'est un produit qui va servir à être de plus en plus gros. On commence à avoir des athlètes qui ne s'arrêtent pas du tout de prendre des produits dans l'année et qui commencent à être de plus en plus, de plus en plus monstrueux. Mais ça fait aussi des athlètes qui sont de plus en plus mis en danger, qui sont de plus en plus cassés. C'est pour ça qu'on commence à voir aujourd'hui l'arrivée des cellules souches pour pouvoir réparer, mais qui va servir sûrement aussi à un nouveau dopage. Les fédérations. C'était en 1901 à Londres que la première compétition a eu lieu. La première statue, justement, ça a été donc cette statue, le Sandoz, qu'on retrouve à Monsieur Olympia, qui est toujours restée. La NABA a pris la suite en faisant des Monsieur Univers. La plupart des athlètes ont commencé justement à être dans cette fédération, puis sont passés tout doucement à l'IFBB, fédération qui a été créée par Joe Weider. Il y a eu la cassure en 1940 entre l'haltérophilie et la musculation, puis la dispute aussi avec les frères Weider et Serge Nubret, qui créa la WABA. Maintenant, à notre époque, des fédérations, il y en a plein. On en a un petit peu pour tous les goûts. En 1990, le bodybuilding a commencé un petit peu à ralentir, dans les années même 2000. Les fédérations ont trouvé des nouvelles solutions avec de nouvelles catégories comme les men's physiques, les bikinis. En 2012, ces catégories explosent et permettent de recréer des licenciés. C'est des catégories qui sont plus accessibles, qui permettent de se préparer en 6 mois et en ayant plus ou moins un an de salle. À l'heure actuelle, les fédérations ont laissé place aux hommes d'affaires franchisés du style Arnold Classic, Olympia ou organisateurs de compétitions en NPC ou en IFBB, où là c'est plutôt des promoteurs et où l'important n'est plus le sport, l'important est de remplir les caisses et de pouvoir faire le plus d'argent possible. Où est-ce qu'on va? Un petit mot sur le matériel, où dans les années 50-60, c'était des poids, des haltères en fonte. On est passé aux barres et aux haltères avec des poulies, puis après avec des machines. Bien sûr que à ces époques-là, on faisait essentiellement des mouvements avec des haltères et des barres, donc on ne se souciait pas de ce qui était anatomique, dangereux, s'il y avait des conflits anatomiques ou quoi que ce soit. Le but, c'était d'arriver à progresser avec ce qu'on avait. Puis les machines ont commencé à être le plus possible biomécaniques. On cherchait la machine qui allait permettre de sentir le plus possible le muscle ciblé. Mais tout doucement, ça a disparu et on est passé dans le confort avec des machines où maintenant il y a des écrans, il y a la vidéo, il y a... C'est un fauteuil en simili-cuir agréable pour pouvoir boire son thé ou son café et regarder son téléphone entre chaque série. Où va-t-on? Parlons justement des salles. En 1849, il y a la première salle qui arrive sur Paris. Alors bien sûr, c'est simplement des poulies, c'est une salle, on va dire, pour se remettre en forme. Puis Edmond Dubonnet apporte sa première méthode de musculation et commence à créer des salles qui s'appellent Culture Physique. Donc c'est les premières salles qui arrivent avec des gens passionnés qui sont là pour faire progresser les gens. Puis on a eu l'ère de tous les champions qui faisaient des compétitions, qui créaient leurs salles dans chaque ville où on avait des passionnés. On avait des gens qui voulaient transmettre leur passion,
qui voulaient aider les autres justement à faire des compétitions ou à se retrouver avec un physique agréable. Malheureusement ou heureusement, en 1994, nous avons eu l'arrivée d'Amazonia, qui a créé des salles 100 personnes, free, où vous pouvez venir de 6 heures jusqu'à 23 heures, donc ça nous a agrandi les horaires, mais ça a obligé justement à revoir les centres de remise en forme totalement différemment. Là-dessus, les franchises sont arrivées de plus en plus fortes, avec des gens qui n'étaient plus forcément passionnés, plutôt des financiers, qui ont commencé à faire des salles de plus en plus grandes, avec le plus possible de matériel, bien qu'ils ne savaient pas à quoi ils pouvaient servir, car ce ne sont pas des sportifs. Voilà, pareil, où va-t-on? Juste un petit mot sur l'alimentation, qui, pour le bodybuilding, au départ a été vraiment, on va dire, tout et n'importe quoi, et qui, grâce aux recherches, grâce à l'expérience, a permis tout doucement de pouvoir être de plus en plus performant. Mais là, je vous laisse regarder un petit peu les vidéos de Monsieur Gundil sur l'alimentation et les compléments alimentaires. Pour les athlètes, jusqu'où la prise de volume va-t-elle aller? Ne va-t-on pas à la catastrophe? Ne nous sommes pas trompés quand on a élu un Lyonnais, un Dorian Yates, au moment où il y avait des Bob Paris, Francis Benfato, Lila Brada, Berry Demey. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de pouvoir faire un sport beau, intéressant, attractif, on est parti vers l'extraordinaire. Le dopage, arrêtons notre hypocrisie. Tout le monde sait que le bodybuilding est un sport de dopage, mais tout le monde sait que le sport a du dopage. Si demain on devait arrêter complètement le dopage, alors déjà il ne s'arrêterait pas que dans le sport, parce que énormément de gens prennent des produits dopants sans le savoir, pour tenir le coup. Deuxièmement, dans tous les sports, si on devait créer des compétitions avec des gens naturels, déjà plus personne viendrait voir ces compétitions. Deuxièmement, en bodybuilding, êtes-vous prêt à venir voir Monsieur Olympia avec des gens qui font 50 kilos de moins? Je ne pense pas. On a eu une grosse crise dans le body au moment où on a voulu faire les contrôles antidopage pour être aux Jeux Olympiques. À l'époque, on s'est retrouvé avec, je crois, 10, 11 ou 12 athlètes sur la scène, avec des positifs, et avec plus personne pour venir les voir. Demain, les cyclistes, alors je prends les cyclistes, mais c'est tous les sports, les cyclistes font plus que 100 jours de vélo dans l'année, parce qu'il faut qu'ils récupèrent, et qu'au lieu de pédaler à 80 km/h, ils pédalent à 30 km/h. Est-ce que vous allez continuer à regarder ça? Dans tous les sports, s'il y a une régression, parce qu'on sait très bien que c'est le dopage qui a amené cette progression, est-ce que vous êtes prêts à regarder ces sports? Je ne le pense pas. Donc, arrêtons d'être hypocrites et peut-être essayons de mieux comprendre qu'est-ce que le dopage, comment peut-être l'encadrer par du médical, par de la compréhension, par de l'acceptation. On est dans une ère où le dopage ne va pas disparaître. Ça sera toujours la course entre je t'attrape et je te fuis. Donc, je pose cette question. Les fédérations, il y a tellement de fédérations maintenant qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus dans laquelle mettre nos athlètes. Alors, c'est intéressant parce qu'elles ont différents niveaux, donc à la rigueur, on a des fédérations dites naturelles, des fédérations un peu plus basses, et ainsi de suite. Le problème, il n'est pas forcément là. Le problème, il est que on rentre dans des fédérations qui ne sont plus des fédérations sportives, qui sont carrément des franchises, qui sont... c'est des hommes d'affaires maintenant qui créent des spectacles, qui fait que ça vous coûte 400 € pour pouvoir faire une compétition, et encore, si vous ne prenez pas la bronzine, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on va vers un sport qui va coûter de plus en plus cher, alors qu'il coûte déjà cher, et où la direction sera toujours donnée par ces hommes d'affaires, et plus par des fédérations dites sportives? Le matériel reflète exactement notre société.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était un matériel qui devait servir pour une meilleure biomécanique, pour pouvoir justement ressentir son muscle, arriver à l'isoler. Maintenant, c'est un matériel qui, au détriment de cette biomécanique, est de plus en plus confortable. On a de quoi nous compter les répétitions, on a la télévision, on a le siège le plus confortable possible. On est plus là pour boire le café et regarder son téléphone que de pouvoir vraiment réaliser le sport pour lequel on est venu dans cette salle. Est-ce que il ne serait pas intéressant à ces marques qui sont parties de plus en plus vers le confort à tout prix, de revenir un petit peu sur la biomécanique? Alors oui, il y en a qui le font, il y en a qui jouent le jeu, mais peut-être pas assez. Les salles de remise en forme. On est passé de l'indépendant passionné, souvent champion, qui crée sa salle pour pouvoir transmettre sa passion aux franchises qui sont là avec à la tête des hommes d'affaires qui font pas forcément de sport et qui sont là pour faire du chiffre, du chiffre, du chiffre. Pareil, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu en route. On s'est laissé dépouiller, on a laissé les franchises nous prendre le métier. Je pense que ça fait partie de notre société. Les franchises, vous les trouvez partout maintenant, dans les boulangeries, dans tous les commerces. L'alimentation. L'alimentation, on est passé de comprendre l'alimentation pour survivre à maîtriser l'alimentation pour pouvoir stocker et être en sécurité, à aujourd'hui surconsommer et se détruire la santé. Alors qu'on connaît de plus en plus l'alimentation et ses effets bénéfiques et ses effets ravageurs. Là aussi, il faudrait arrêter les modes, il faudrait revenir à la base, il faudrait être plus modéré et penser que l'alimentation, c'est sur du long terme et avec des matières premières. Mais avec le commerce actuel qu'on a, je ne pense pas, plus les prix qui nous font partir, enfin qui font partir la plupart des gens sur des produits les moins chers possibles, qui sont souvent des pâtes, en tout cas des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour la santé. Je ne suis pas persuadé qu'on parte vers le meilleur et qu'on a depuis longtemps perdu l'idéal. Toutes ces questions que je viens de me poser, de vous poser si vous voulez, je vous invite à les partager avec moi, c'est toujours intéressant. Ça pourra créer peut-être d'autres vidéos, simplement de la discussion sur les commentaires. Je pense que c'est intéressant, c'est quand même notre sport, notre profession aussi, et notre hobby. Donc, ça serait bien justement de savoir comment ça fonctionne.